au beau milieu de la jungle khmère. Comme on semble loin de la guerre, avec ces 12 jeunes filles venues se recueillir dans une pagode au bord de l'eau, avec ces bons imperturbables et leurs gestes millénaires. Mais en s'attardant sur les populations civiles, la caméra des soldats de l'image ne pointe-t-elle pas l'enjeu même du conflit ? La propagande vietmine, elle, va droit au but. Elle montre avec force théâtralité des populations enthousiastes, fanatisées et encadrées par les commissaires politiques, mobilisées pour creuser des trous sur les routes afin de les rendre impraticables aux convois français. Entraînés à l'assaut à la baïonnette, au lancer de grenades et au maniement de la mitrailleuse. Peu importe que cette propagande soit souvent grossière. Peu importe que les assauts de ces paysans soient simulés, cette propagande fonctionne et rend compte d'une réalité, la guerre révolutionnaire dont l'objectif est le contrôle du peuple. Gare à ceux qui ne comprennent pas et continuent à soutenir la France. Ce village brûlé par le Viet Minh en témoigne. Et à voir ces images tournées par les Français, où la population rassemblée d'un village exprime plus sa peur devant les soldats et la caméra que son adhésion, on comprend que la propagande Viet Minh fonctionne. Terrible réalité que les opérateurs du corps expéditionnaire ne cherchent même pas à dissimuler. Les Français se démènent pourtant comme ils peuvent pour justifier la guerre. Utilisant les nombreuses images tournées par les opérateurs, ils commencent par mettre l'accent sur la mise en valeur du pays depuis sa colonisation. Dans le Sud-Vietnam, grâce à des travaux hydrauliques, la superficie agricole s'est accrue et la production de riz avec elle. Les colons ont créé d'immenses plantations d'EVA, pour en retirer le latex qui fera entre autres la grande fortune de l'entreprise Michelin. Ils ont construit des routes, des ports et des villes comme cette étonnante Saigon, le Paris de l'Extrême-Orient, avec son théâtre, son hôtel de ville, sa cathédrale en briques importée de Toulouse. Et puis il y a l'école. Et surtout les progrès sanitaires, grâce notamment à l'Institut Pasteur qui, basé à Saigon, Hanoï, Nha Trang et Dalat, a vaincu la variole, fait reculer la lèpre et lutte contre le paludisme. Protéger, conseiller, enseigner, soigner en silence, trop peut-être, voilà notre action, voilà nos bienfaits, voilà notre route coloniale numéro 1. De ce pays rayonnant, des hommes de savoir et de dévouement sont partis sur la route.
Ils se sont penchés sur la souffrance pour l'honneur de la science, pour le prestige moral de la patrie. À l'image du grand Pasteur, ils ont servi la cause humaine par les plus hauts dons de l'esprit et les plus généreuses vertus du cœur. Ici, la France. Mais cette rhétorique tourne à vide. En Indochine comme ailleurs, la colonisation a fait naître un sentiment national qui ne peut plus être contenu. En 1949, avec la victoire en Chine de Mao, qui soutient massivement le Viet Minh, la France change de tactique. Elle proclame l'indépendance du Vietnam, mais place à sa tête un homme qu'elle contrôle, Bao Dai, intronisé empereur du Vietnam. Il n'est plus question désormais de lutte coloniale, mais de la défense du monde libre face au communisme. Quand Votre Majesté m'aura remis l'exemplaire qui porte son auguste signature, l'accord franco-vietnamien prendra date et vie. Ce changement de stratégie permet d'arracher des subventions aux États-Unis pour payer ce conflit qui coûte cher. En 1952, Washington, qui assume déjà 40% du coût de la guerre, en assumera 80% en 1954. Avec l'argent et ce matériel américain qui débarque dans le port des Phong, l'illusion de la victoire renaît. Et les opérateurs s'en donnent à cœur joie pour démontrer l'écrasante supériorité militaire du corps expéditionnaire. Voici les Ducks, sorte de camions amphibies qui peuvent transporter rapidement des hommes en se jouant des contraintes de ce pays de rizières, de rivières et de marécages. Voici les chars alligators, qui évoluent aussi bien sur terre que dans l'eau. Et les crabes, ces étranges petits blindés qui peuvent foncer à travers la rizière. La plaine des Joncs, au sud de Saïgon, cette zone marécageuse sans aucune route et longtemps restée impénétrable pour les Français, est maintenant quadrillée grâce à ces appareils légers et rapides. Les cinéastes Lucien Millet et Pierre Schondorfer, qui tournent ces images, cherchent évidemment à vanter la supériorité matérielle incontestable des Français. Mais ils font sans le savoir la démonstration de leur inévitable défaite. Ces tankistes se croient en Europe, dans une guerre conventionnelle. Mais quand il n'y a pas d'ennemi en face, ou plutôt quand l'ennemi est partout, sous les traits de cet humble paysan par exemple, qui peut-être participera à un coup de main cette nuit, les chars ne servent à rien. Dans ce conflit asymétrique, la force est démunie quand la population est sous l'emprise de l'adversaire. Le paysan, le Nyakwe, dont le nom deviendra une insulte, offre un double visage. Ami incertain le jour, il est la nuit rallié à la cause du Viet Minh. Les soldats français doivent apprendre à se méfier de tout le monde. Même démonstration de force avec ce reportage sur le groupe Gascogne, qui pilonne une région entièrement soumise au Viet Minh. Le commentaire est aussi triomphant que les images. La plupart des objectifs sont détruits à 80%. Par la rapidité d'intervention et la puissance des coups portés, les groupes lourds prennent une part active à la destruction du potentiel de guerre Viet Minh. Dans les faits, ces bombardements de villages sont un aveu de faiblesse et d'impuissance. Ces hautes régions du Tonkin sont maintenant totalement hors de contrôle, et l'on n'y envoie même plus d'opérations terrestres. Il ne reste plus que la solution du bombardement aérien pour montrer que l'on refuse d'abdiquer. Si l'on veut tenir le terrain dans cette guerre, il faut l'occuper, le quadriller.